Nous allons accueillir maintenant notre prochain intervenant, Pierre Gentillet. Pierre Gentillet est élève avocat à l'école du barreau de Paris, ancien responsable politique. Il est aujourd'hui président du Cercle Pouchkine, un cercle de rapprochement franco-russe qui existe depuis près d'1 an. Il s'intéresse depuis plusieurs années au conflit syrien et s'est rendu plusieurs fois en Syrie où il a rencontré le président Bachar el-Assad. Pierre vient pour nous parler de la guerre en Syrie, épicentre d'une nouvelle guerre froide. Merci. Chers amis, une décennie s'est écoulée. Une décennie que nous voyons s'effondrer un à un les États du Proche et Moyen-Orient. À l'heure où nous parlons, la République irakienne est couverte de ruines. La Libye s'enfonce dans la partition et la Syrie dans la guerre civile. À l'aube du 3e millénaire, la région n'a jamais été aussi instable et incertaine. Mais, pour dramatique que soient toutes ces situations, force est de constater que tous ces malheurs ne se valent pas. Pour le bonheur des Syriens et pour la stabilité de la région, la Syrie est encore régie par un État légitime et souverain. Le peuple syrien, dans sa grande majorité, lui reste loyal, tandis que ses plus proches soutiens se sont massés autour de lui pour faire face aux hordes de fanatiques nouvelles aux résurgences qui n'ont abandonné aucun de leurs rêves sinistres. Mais si effectivement aucun des égorgeurs ou des fanatiques que nous nous plaisons en Occident à dénoncer n'a renoncé à sa guerre perpétuelle, l'État syrien est menacé par d'autres puissances idéologiques qui ont gelé sa mort. Elles agissent depuis le début du conflit, insoucieuses des réalités politiques, culturelles, géopolitiques de la région et, disons-le clairement, de toute forme de réalité. Elles promettent une guerre perpétuelle aux insoumis qui ne se conformeraient pas à ces principes. L'État syrien a le plus grand tort de ne pas être démocratique. Par une curieuse confusion, nous le confondons avec son régime, son gouvernement et le parti ou la famille qui est à sa tête. C'est oublier rapidement que ce n'est pas pour Al-Assad uniquement que se battent encore aujourd'hui des milliers de combattants syriens, mais pour la pérennité de son État, en qui la plupart se reconnaissent encore, indépendamment de la nature de son régime ou de ses pratiques. Là, comme Français, nous opérons des confusions si peu politiques, berçant la population occidentale avec des douces comptines, des fables qui continuent aujourd'hui de nous endormir. Endormis, nous le sommes, oui, c'est vrai. Nous sommes endormis depuis 2011. Nous avions pu voir dans les manifestations éclatant un peu partout en Syrie une révolte populaire spontanée. Et de ces contestations dont on a dit qu'elles étaient une révolte, et que cette révolte dont on a dit et redit qu'elle était populaire, est née une série d'émeutes, et qui par un enchaînement aussi cruel qu'inévitable est devenue une guerre civile. Là, encore, nous avons choisi pour diplomates des saltimbanques, pour stratèges des idéologues au brancard. Prophétique, Bernard-Henri Lévy, comme fait André Glucksmann, nous a signé un devoir un peu particulier. Claironner la liberté. Ne pas voir ces masses révoltées pour ce qu'elles sont, mais pour une foule en liesse, ivre de principes démocratiques ou de culture occidentale. Nous avons sans cesse invoqué les principes, comme nous aurions dû nous en tenir à la politique. Et la politique, ou le politique, impose d'analyser lucidement la situation de ce Moyen-Orient compliqué et que l'on a fait s'effondrer à force d'idées trop simples. Et disons-le tout net, ce conflit concerne bien davantage le politique que les principes. Entendez par politique l'attitude normale et historique de chaque État qui est, normalement, la défense de ses intérêts et de sa souveraineté. À ce titre, la Syrie avait, comme tout autre État, défini une stratégie régionale. Elle l'a dévoilée en 2009 et nous la connaissons encore aujourd'hui sous le nom de stratégie des 4 mers. Quelle est-elle, cette stratégie ? Ainsi que le disait le président Bachar el-Assad dans un colloque en mars 2009, nous faisons le lien entre 4 mers, la mer Méditerranée, la mer Caspienne, la mer Noire et la mer du Golfe. Quand nous connectons ces 4 mers, nous ne sommes pas seulement importants, nous devenons le centre du monde. La Syrie voulait alors se placer au cœur du transit gazier au Moyen-Orient. 2 projets s'affrontaient. Un projet qatari, avec un gazoduc partant du grand champ gazier de North Dome au Qatar, transité par l'Arabie Saoudite, la Jordanie, puis la Syrie et la Turquie.
Un deuxième projet s'y opposait, partant cette fois d'Iran, le grand rival de l'Arabie Saoudite, et du Qatar, pour passer par la Syrie et se jeter en Méditerranée. Ces deux projets avaient comme énorme débouché, bien sûr, le marché européen. On l'aura compris, dans ce grand jeu, la Syrie était la pièce maîtresse, la pièce centrale de ce dispositif. Un tel enjeu stratégique justifiait l'emploi de moyens qui le sont tout autant. Et comment ignorer que la guerre civile puisse encore demeurer le meilleur moyen de déstabilisation d'un État? Pour un acteur comme l'Arabie Saoudite, une telle perte n'était pas concevable. Et c'est finalement en 2011, au moment où la Syrie choisit le projet gazier iranien, que certaines de ces puissances du Golfe arment les manifestants et que la guerre civile commence. Mais l'on se méprendrait à ne se limiter qu'à de purs enjeux régionaux. D'autres acteurs sont présents dans les coulisses. Les puissances occidentales, européennes et américaines, ont fait le choix de prendre le parti opposé à Bachar al-Assad en soutenant politiquement et militairement les terroristes islamiques. Pour les États-Unis, l'objectif c'est aussi d'éliminer un allié important dans la région de son grand rival russe. Ce que l'on a longtemps tenu pour une révolte populaire et que l'on commence à peine à qualifier de guerre civile est en fait le lieu de trois affrontements. L'un national entre les différentes communautés qui ont longtemps vécu sous la protection de l'État syrien, l'autre régional et concerne une longue rivalité entre les puissances de la région, chiites et sunnites, et le dernier, enfin plus global, prémisse de nouvelles tensions géopolitiques entre empires, certains étant désireux de conserver leur puissance et d'autres au contraire de la croître. Et là nous le voyons bien, la guerre, comme l'écrivait Clausewitz, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Cette guerre n'est pas une guerre de sentiments, c'est une guerre d'intérêt. Et pourquoi nous parlons d'intérêt? Et puisque nous parlons d'intérêt, parlons de ce qui nous occupe nous en tant que Français, car nos intérêts nous sont immenses. Depuis le début, le gouvernement Hollande, sous l'impulsion du ministère Fabius, aux Affaires étrangères, a soutenu les groupements terroristes. Ces rebelles modérés, dont on nous parle tant, qui sont-ils? Ahrar al-Sham, Jaish al-Islam, Fatah al-Sham, ex-Front al-Nusra, pour ne citer que les plus puissants, sont tous, je dis bien tous, pour l'instauration d'un État autoritaire régi par la charia. C'est-à-dire, si vous réfléchissez à un autre État islamique, mais différent et concurrent de l'État islamique d'Irak et du Levant. Est-ce cela le modèle de démocratie que nous devons soutenir? Alors peut-être que l'Occident ne s'est-il pas assez informé. Peut-être ignorait-il qu'une bombe, qu'elle tombe sur Alep ou sur Deir ez-Zor, se gêne rarement pour atteindre les civils. Que l'impact d'un tir d'artillerie ou d'un éclat d'une balle a rarement des effets modérés, ou d'ailleurs radicaux. Peut-être son histoire ne l'avait-il pas suffisamment instruit qu'une guerre est souvent cruelle et injuste, pour des civils loyaux à un régime comme pour des civils insurgés. Peut-être ignorait-il enfin que certains États de la région connaissaient des situations bien pires que la situation syrienne. Souvenez-vous, Pray for Other People et autres minutes de silence sur Twitter. Que les télé-évangélistes humanitaires déclenchent à chaque éclat de balle ne sont pas venus consoler les civils martyrs du Yémen. Un État dont le sort funeste indiffère encore beaucoup notre sensibilité coquette, pourtant si vive dès qu'elle concerne des États d'un providentiel hasard à placer au-dessus de ressources énergétiques que l'on convoite. Il y a enfin une dernière question. Une dernière question à mes yeux fondamentale, que je voudrais aborder ici, qui concerne autant la Syrie que l'Europe, puisque ce colloque Europe et Occident est ensemble. Et cette dernière question m'obligera finalement à terminer mon discours par quelques considérations un peu plus métaphysiques que géopolitiques. Vous m'en excuserez. La question est la suivante. Pourquoi tant de jeunes Européens ont rejoint les rangs de l'État islamique? J'essaye d'apporter un début de réponse. Parce que notre société occidentale est en crise. Parce qu'elle est en état de décomposition organique. Parce que ces jeunes trouvent hélas un sens à leur vie. Un sens qui dépasse leurs simples conditions humaines. Un sens qui nourrit leur être au plus profond d'eux-mêmes. Pour comprendre cet engagement radical, il me faut faire ici une légère digression pour comprendre qu'est-ce qu'est la crise de notre époque. Nous sommes en face d'une idéologie qui veut imposer un monde où les individus n'auront qu'un rôle purement matériel sur Terre et non spirituel, uniquement préoccupés par leur consommation. Un monde où la famille, l'une des rares structures non marchandes, sera progressivement vue comme dépassée, tournée en ridicule. Un monde sans repère, un monde où les différences sont progressivement gommées, alors qu'elles font la richesse du monde. Les différences sexuelles se réduiront pour faire place
à l'individu androgyne de Platon, un individu neutre, un individu guidé par le monde froid des mathématiques et de la raison kantienne. Non, l'homme n'est pas la mesure de lui-même. L'homme a besoin de croire en quelque chose de plus grand que lui. Si l'homme ne comprend pas qu'il est un néant à l'égard de l'infini, alors il se prend à rêver qu'il est peut-être lui-même l'infini. Ceux qui suivent l'évolution du mouvement transhumaniste comprendront le sens du mouvement. L'homme, lorsqu'il n'est tourné uniquement que vers des préoccupations matérielles, s'aveugle et devient destructeur. Face à la société matérialiste d'aujourd'hui, il nous faut retrouver une spiritualité pour discipliner les hommes, du besoin de l'homme d'atteindre, de se tourner vers quelque chose de plus élevé que lui-même, pour faire taire chez lui son égoïsme et susciter son altruisme. Et c'était bien là la grande force des Européens quand l'Europe était croyante. Même si l'existence de Dieu, même si l'immortalité de l'âme n'était qu'un songe, elle serait encore la plus belle de toutes les conceptions de l'être humain. En tuant Dieu, notre société a tué l'idéal dont l'homme a besoin pour vivre. Et c'est ce besoin d'idéal, sous une autre forme, odieusement barbare, qui a poussé de nombreux jeunes Français à partir en Syrie. Vous l'aurez compris, l'essentiel de mon message cet après-midi était de vous dire que le problème en Syrie n'était pas qu'un conflit entre Syriens, même si, in fine, il faut que ce soit les Syriens seuls qui décident de l'avenir de leur pays. Je vous remercie.